Aujourd'hui, je vais parler jeux d'aventure textuels, WHD Load et adaptation sur les claviers français en AZERTY. Donc il y a beaucoup de choses à dire, donc je me suis pris des petites notes. Et donc la première chose dont je vais parler, c'est qu'est-ce que le WHD Load? Quand tu as un Amiga 1200 et un disque dur, c'est juste merveilleux, ça te permet de copier tous les jeux que tu as sur disquette. Donc exemple, Menace de Psygnosis, l'éditeur anglais. Quand tu as ce vieux jeu, tu as le petit manuel et la disquette. Et la disquette, elle n'est même pas reconnue par le système. Si tu la mets sur ton Amiga 1200, on peut entendre que le lecteur de disquette n'est pas trop content. Il n'arrive pas à la lire parce que c'est une disquette non DOS. Et si j'essaie de démarrer l'ordinateur avec cette disquette, donc c'est une disquette qui est prévue globalement pour l'Amiga 500. Donc là, on peut voir que ça ne démarre pas. Donc il peut y avoir plusieurs raisons. Le Kickstart qui est trop moderne par rapport à cet Amiga qui est sorti 6 ans plus tard. Ça peut être aussi le fait que j'ai une carte accélératrice. J'ai une carte Blizzard 1260, ce qui arrange pas la compatibilité. Donc le décalage entre l'année de sortie du jeu, c'est 1988, et l'Amiga, c'est on va dire 1993, fait qu'il y a une incompatibilité. Et quand bien même tu avais un Amiga 500 avec un disque dur, on ne pouvait pas mettre ce genre de disquette sur les disques durs, c'était des disquettes qui étaient protégées, impossible à copier comme ça facilement sur le disque. Et donc c'est là que WHD Load est apparu. Et WHD Load te permet de lancer en toute compatibilité ton vieux jeu sur ton Amiga un petit peu plus moderne. Et donc ici, je vais lancer Menace depuis le disque dur, enfin depuis la mémoire flash sur le port IDE. Et sous vos yeux ébahis, vous pouvez constater que ça fonctionne nickel. Bon voilà, alors ça c'est pas un jeu d'aventure, hein, mais c'est pour expliquer ce qu'est WHD Load. Bon voilà, et je peux jouer au jeu d'une façon très très agréable. Alors, autre avantage de WHD Load, c'est la possibilité de quitter. Voilà, je quitte immédiatement le jeu. Ça, c'est très pratique. Alors, ce qui se passe, c'est quand je vais lancer le jeu, le multitâche s'arrête. Alors ça, c'est cool parce que moi, j'ai par exemple un économiseur d'écran qui s'appelle Garchner-Blanker et qui va se lancer toutes les 3 minutes. Donc ça peut t'emmerder quand tu es en pleine partie. Là, tout le multitâche s'arrête. Les pleines ressources sont données au jeu. Et quand tu quittes, tu peux revenir au workbench. Et donc ça, c'est vraiment avantageux, je trouve. La possibilité de pouvoir quitter ton jeu et de pouvoir passer à un autre jeu immédiatement. Autrefois, sur les Amiga, il fallait faire un reset. Évidemment, le fait de ne pas charger sur la disquette, tu vas beaucoup plus vite. Il y a aussi le fait que si ton jeu a une protection, alors tu as beau avoir le manuel, il y avait des protections qui étaient pénibles. Donc ça veut dire que finalement, les gens qui achetaient les jeux, ils étaient désavantagés par rapport aux pirates. Parce que les jeux piratés, eux, ils n'avaient pas le système de protection où on te disait va regarder dans le manuel, va piocher tel mot et prouver que tu avais bien le manuel sous la main. Ça, c'est enlevé en toute légalité puisque WHD Load est un site qui ne propose pas le jeu déprotégé. C'est juste un patch qui va s'appliquer sur ta disquette originale. Donc WHD Load va te demander d'insérer ta disquette originale dans le lecteur de disquette pour pouvoir s'installer sur ton disque dur. Ça permet aussi de contrôler la vitesse du jeu, parce que quand tu as une carte accélératrice, parfois le jeu il peut plus tourner parce qu'il va trop vite. Ceux qui ont fait les patchs WHD Load permettent de ralentir et mettre la vitesse exacte de l'Amiga 500 d'origine. Donc ça c'est vraiment nickel quand tu joues au jeu, et aussi quand tu écoutes de la musique, elle n'est pas accélérée et pas dénaturée. Autre fonctionnalité que j'aime bien, ici vous avez la possibilité d'avoir des pièces illimitées. C'est hyper bien parce qu'ils ont ajouté des petites fonctionnalités. Une fonctionnalité que j'aime bien, c'est la gestion du deuxième bouton. Par exemple, pour Battle Squadron, on peut faire les Nova Bombs avec le deuxième bouton. Alors ça, c'est une manette qui est une imitation du Competition Pro, qui est excellente. Elle permet, en appuyant sur ces boutons ici, de gérer l'autofire et le deuxième bouton. Mais le deuxième bouton, il faut qu'il soit géré par le jeu d'origine. Et il y en avait très peu qui géraient ça. Du coup, c'est WHD Load qui va hacker le jeu pour pouvoir ajouter la fonctionnalité deuxième bouton. Si tu as la bonne manette et que tu as le WHD Load, tu peux profiter du deuxième bouton. Je montre aussi une manette que j'ai fabriquée qui gère le deuxième bouton. Par exemple, Battle Squadron, Ibris, tous les jeux comme ça où tu as un armement à gérer aussi, c'est très intéressant. On a ici les manuels aussi qui sont reportés.
les solutions des jeux. Je vais par exemple vous montrer Explora 2, qui est un jeu que j'adore. Ici, il est livré avec la solution. Donc vous avez vu que il y a aussi des beaux icônes qui sont dessinés. Donc il y a tout un travail qui est fait par des bénévoles. Avant, c'était payant. Quand on le lançait, il y avait un compte à rebours et il disait si vous achetez WHD Load, ça vire le compte à rebours. Et en plus, vous aurez votre prénom et votre nom sur la clé d'enregistrement. Mais maintenant, c'est gratuit. C'est donc des développeurs qui font ça bénévolement. Il y en a 3 ou 4 qui se partagent l'adaptation des jeux et des démos WHD Load. Donc c'est un travail énorme qui a été fait sur 20 ans peut-être. Par exemple, en France, je vais citer Jean-François Fabre, alias JOTD, quand j'ai eu un Amiga 500, fin des années 80. J'avais juste ces 2 disquettes. Donc c'était pas des jeux géniaux. Et il y a une des disquettes que j'ai envoyée à Jean-François Fabre. En fait, j'en ai fait un ADF et je lui ai envoyé par email. Et il m'a fait le jeu Ball Raider. C'est un casse-brique. Premier jeu que j'ai aimé sur Amiga 500. Donc personne ne connaît ce jeu parce qu'il n'est pas super. C'est Ball Raider 2 exactement. Et il a été sympa, il m'a fait le WHD Load pour ça. Et je me souviens, il l'a fait en une journée. Le lendemain, il m'a envoyé le Slave. Donc c'est le patch livré avec le WHD Load. Et ça a fonctionné nickel. Donc tout de suite après, il l'a diffusé sur le site officiel whdload.de. WHD Load, c'est donc la préservation du patrimoine, puisque ça permet aux gens de continuer à jouer et de diffuser ça à un plus grand nombre. Et donc, j'insiste bien, WHD Load, c'est pas du piratage, puisqu'il demande ta disquette originale. Justement, il va y avoir un inconvénient de WHD Load, c'est que honnêtement, moi, quand j'étais adolescent, les 3 quarts de mes jeux, c'était des jeux piratés, et donc quand tu chargeais les disquettes, tu avais les fameux crack-throw. Je pense par exemple à la disquette F18 Interceptor, dont je vais vous montrer le crack-throw. Donc ici, je vais juste charger le crack-throw de Unit A. Voilà. Et donc ça, c'était pas aussi bien que le jeu, parce que F18 Interceptor, c'était un jeu génialissime. Mais il m'arrivait de lancer la disquette juste pour regarder le crack-throw. Donc quand tu as WHD Load, tu n'as pas le crack-throw avant le jeu, puisque ça te réclame une disquette originale. Et ça, c'est l'inconvénient du système, c'est que la culture Amiga, c'était aussi d'avoir ces superbes crack-throw. Cette ambiance crack-throw suivie du jeu, il faut se tourner plutôt vers le Gotek avec les ADF. Alors maintenant, il commence à y avoir des WHD Load qui regroupent que les crack-throw d'un côté. On va dire ça, c'est plus acceptable parce que c'est juste le crack-throw tout seul, sans le jeu. Par exemple, ici j'ai la série des Hacker Light qui était avant Speedball. Donc ça aussi, impossible à lancer normalement depuis un disque dur. Donc voilà. Et en plus, je peux les quitter très facilement, les lancer très facilement grâce au WHD Load. Et donc ici, vous avez plein de démos. Par exemple, en 91, on a la Phenomena Enigma, des démos qui se lancent avec WHD Load. Et elles sont loin d'être toutes adaptées. Donc c'est un travail énorme. Et donc là, le petit WHD Load pour te lancer cette disquette directement depuis le disque dur. Alors la disquette faisait un bruit particulier, c'est pas la même ambiance. Il y a des choses que je retrouve pas du fait que la disquette est manquante. Je pense par exemple à Global Trash, quand tu lançais la disquette, tu avais un sample qui s'exécutait immédiatement. Il y avait une prouesse à charger tout de suite une jolie image et un sample pour précharger le reste. Et ça, on les perd évidemment quand tu charges depuis un disque dur. Donc j'ai un Amiga 500 et charger une démo depuis la disquette originale, c'est pas tout à fait la même ambiance. Donc les WHDO permettent de lancer des jeux, des démos. Ils permettent aussi de lancer des utilitaires.
par exemple, j'ai une application sonore qui s'appelle Octalizer, qui est ici. Si tu le lances depuis un Amiga 1200, il se vautre immédiatement, il te fait un plantage. Je me suis basé sur un WHDLoad pour le Workbench 1.3, et ensuite j'ai bidouillé la startup séquence pour lancer dans la foulée Octalizer. Donc j'ai ici la boîte allemande d'Octalizer qui fonctionnait sur Amiga 500. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur avec le manuel, et ça c'est en allemand. Voilà. Et maintenant c'est avec l'accord de son auteur rentré dans le domaine public, donc ça c'est cool. Alors l'inconvénient ici de WHDLoad, c'est que il est lancé dans une sorte de bac à sable, et je vous ai dit que quand il se lançait, il ne communiquait pas avec le Workbench, puisqu'il arrêtait le multitâche. Et de ce fait, quand tu vas charger des fichiers ici, bah, tu n'as accès qu'à un dossier WHDLoad qui représente la disquette virtuelle, mais en aucune façon je peux atteindre les fichiers de mon Workbench. Il reste dans sa petite bulle. Néanmoins, les fichiers de ce WHDLoad sont faciles à atteindre. Donc par exemple ici, regardez, il y a un dossier qui s'appelle OKSample qui contient des échantillons. Il y a ici AC-Bass1. Si je veux quitter WHDLoad et accéder à AC-Bass1, tu as un dossier data. Et à l'intérieur, on retrouve OKSample. Et donc, rien ne m'empêche de déposer des fichiers dans OKSample, puis de lancer Octalizer. Ce qui n'est pas possible, c'est de communiquer au moment où Octalizer est lancé. Je ne pourrais pas baisser l'écran et aller vers une autre application. C'est pas multitâche du tout. Maintenant, je vais vous parler des jeux d'aventure textuels et de la gestion du clavier français. Parce qu'en fait, on est une minorité avec notre clavier AZERTY. Les autres pays, ils ont souvent QWERTY. Et les Italiens, les Espagnols, c'est nous qui avons un clavier assez spécial avec les inversions de la touche A et Q, Z et W qui sont assez problématiques, la touche M aussi difficilement atteignable. Quand tu es sur un jeu d'aventure et que tu veux taper des lignes de texte, ça devient compliqué. J'ai vu que beaucoup de WHDLoad ne proposaient pas de version française. Même si tu es sur un jeu 100% en version anglaise, tu restes avec ton clavier AZERTY. Et donc quand tu tapes sur A et que ça te fait un Q, c'est chiant si tu dois taper beaucoup de texte. Quand il y a une version française existante du jeu, les auteurs de WHDLoad vont créer une version française. Mais c'est plutôt rare, parce qu'on n'est pas la majorité, donc ils vont d'abord travailler sur les versions américaines. On va commencer par un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Crash Garrett. Alors Crash Garrett, c'est un petit chef-d'œuvre, hein. Alors ici, vous voyez qu'il est prévu pour 500, Amiga 1000, Amiga 2000. Bon, voilà. Donc ça, c'est la version française, hein. Et il dispose d'une disquette qui est là-dedans. Et il y a un petit manuel de l'autre côté. Donc c'est un jeu de Patrick Dublanchet. Il a fait ici chez R Amélie Minuit pour CPC 464. Et il a fait un jeu aussi pour CPC que j'aime énormément, c'est Eden Blues. C'est des jeux avec une ambiance particulière que j'adore. Même sur Amstrad CPC avec 4 couleurs, ils arrivent à te faire ressentir une ambiance. Alors ça, je l'ai acheté sur le tard. Et ça, c'est une version budget sortie après qu'on pouvait avoir pour pas trop cher. Et le manuel est beaucoup plus petit. Voilà, j'ai deux versions, elles sont strictement identiques. Voilà, 1990. Tout est en anglais évidemment. Je vais vous montrer comment faire un WHDLoad à partir de ça. Là, je vais mettre ma disquette. Alors, cette disquette, je crois qu'elle est DOS. Je pourrais éventuellement copier le contenu, essayer de le lancer directement. Mais le WHDLoad va amener tous les avantages dont je vous ai parlé. Donc la première chose que je vais faire, c'est me connecter au site officiel WHDLoad. Donc là, je vais lancer Internet. En WPA2, s'il vous plaît. Donc là, théoriquement, je suis connecté. Et maintenant, je vais lancer mon browser. Et je vais sur le site officiel whdload.de. Leur logo et leur fond est vraiment hideux. Je vais chercher Crash Garrett. Donc ici, je vais aller dans Install. Et ici, vous voyez qu'on peut chercher des démos. Et on peut chercher ici des jeux. Vous voyez qu'il commence à y avoir des cracktros, hein, j'en ai parlé. Donc pour les applications, par exemple pour Octalizer, je vais utiliser les installateurs du Workbench 1.3, 3.1, etc. Pour Crash Garrett, je vais ici, là, à CR, mis à jour en 2023. Donc ça aussi, c'est tout un travail parce que les versions de WHDLoad évoluent et eux, ils continuent de bosser pour les adapter à la nouvelle version de WHDLoad. L'auteur a notamment dessiné un new icon aussi.
des timings qui sont fixés. Alors, Crash Garrett a des gros problèmes quand tu as une carte accélératrice, ça va trop vite. Ils ont travaillé là-dessus. Vous avez ici l'historique de ce qui a été fait. Donc là, on voit que c'est Stingray qui a fait le truc. Et c'est compatible avec les versions NTSC. Je le télécharge. Ça va atterrir dans mon dossier T comme temporaire. Et voilà, ça y est, j'ai fait mes courses. Alors là, je vais utiliser FileMaster. Donc, ce que j'ai téléchargé se trouve ici. Et c'est ça le WHD load. Je l'extrais. On peut voir que l'auteur donne son source. C'est du code assembleur. Moi, aujourd'hui, je vais faire de la bidouille. Je ne vais pas coder en assembleur les vrais slaves. Mais je vais vous montrer quelques bidouilles que tout le monde peut faire pour franciser, même s'il n'y a pas de WHD load prêt pour ça. Je vais installer le WHD load. Donc, comment faire? Donc, vous êtes d'accord, j'ai mis la disquette originale dans le lecteur. Je clique sur Install, je fais continuer. Où voulez-vous l'installer? Dans AmigaOS, rubrique Jeux. Et comme c'est Crash Garrett, ben, je vais dans C. Voilà, il n'y est pas. Il va me créer un dossier qui s'appelle Crash Garrett. C'est parfait. Donc on peut partir de la disquette originale, ou bien on peut partir d'images disques. Donc là, ici par exemple, les ADF, qui sont faites avec un simple lecteur de disquette, mais on peut partir aussi d'images qui sont encore plus exactes, comme l'IPF. Et le voilà parti, il me copie la disquette. Donc voilà, il est parti de ma petite disquette anglaise. Il m'a fait un WHD load. Je vais faire un reset. Donc suite à l'installation, je vais regarder ce qu'il y a dans le dossier C. Donc on peut voir qu'il y a un joli petit icône. Donc ici par exemple, j'aime bien changer les icônes. Je fais information et je vais mettre cette icône là. Bon mais ça c'est parce que j'aime que ce soit beau. Voilà, ici c'est pareil, hein. L'icône j'aime bien qu'il y ait un petit joystick dessus. Donc vous voyez, je prends les autres icônes et je les fais glisser. Enfin, quand tu as l'OS 3.2, tu peux lui demander Auto Arrange. Et voilà, il te le met hyper bien. Je vais lancer le jeu pour voir s'il fonctionne. WHLO 19, c'est la dernière version. On vient de voir passer Workbench 1.3. Donc on voit bien qu'on simule un Amiga 500. La musique, j'ai vérifié sur un vrai Amiga 500, elle est à la bonne vitesse. Le défilement du texte, c'est nickel. On a la version anglaise. Il y a de l'humour, il y a plein d'expressions. Et donc si tu sais pas lire l'anglais, en plus vous avez vu, ça va relativement vite. T'es quand même très emmerdé. On peut entendre le narrateur device qui marche. Si j'appuie sur la touche A, ça fait Q. Voilà. Alors, même si c'est un jeu anglais, déjà, moi, ça me dérange, ça. Vous voyez? Le truc qui se passe, c'est que là, il n'y a pas d'option pour pouvoir mettre le clavier français. WHDLoad n'a pas prévu ça. Donc, je regarde avec FileMaster les fichiers créés par le WHDLoad de Crash Garrett. Ici, il y a le slave, c'est-à-dire, en gros, le patch qui s'applique à la disquette originale. Donc là, je rappelle qu'il s'agit de la disquette anglaise. Et en fait, ce slave va utiliser les fichiers qui ont été copiés ici. Et ils n'ont pas tous été copiés, il n'y a que le nécessaire. Et notamment CrashAng, qui veut dire Crash Garrett anglais. Si j'observe le code exa du slave en regardant les chaînes de caractères qui sont appelées, là on voit qu'ici il y a CrashAng, qui est le premier fichier qui est exécuté par ce WHDLoad. Et donc c'est ennuyeux pour moi parce que ce que j'aimerais passer, c'est une commande qui s'appelle setmap f. C'est une commande Amiga-DOS. D'ailleurs, le setmap il est là, mais il n'est pas utilisé. En fait, il zappe la startup séquence, donc je peux rien faire. Alors c'est pas grave parce que j'ai une version française et cette version devrait fonctionner avec le clavier français. Donc voilà la disquette. Et je vais relancer une installation avec cette disquette. Alors je vais l'installer dans la RAM pour le moment. Voilà.
Ok, l'installation s'est bien passée, théoriquement en version française. Alors on y va, on va le lancer. Et ça marche pas. Il trouve pas le fichier crashang qui est la version anglaise. Évidemment, j'ai installé une disquette version française. Et il n'y a pas de WHDLoad prévu pour la version française de Crash Garrett. Je vais changer de stratégie. Je vais installer un WHDLoad prévu pour faire tourner le Workbench 1.3. Et comme Crash Garrett est en version Amiga DOS 1.3, je vais copier tous les fichiers sur cette installation et je vais essayer de bidouiller le clavier français. Je retourne donc sur WHDLoad, je vais dans les installations et ici vous avez 3 installations prévues pour les applications. Et justement, on peut mettre un Workbench 1.3. Donc là, je vais télécharger ceci. Alors c'est régulièrement mis à jour en plus. Je désarchive ce que je viens de télécharger et je vais l'installer. Ok. Il me demande quelle version je veux installer. Alors moi je vais utiliser ma disquette Workbench 1.3. C'est une version française. Pour le moment je vais l'installer dans la RAM. Ok, il veut aussi la disquette extra. Je dois enlever les commandes setPatch, enfin les mettre en commentaire, c'est-à-dire je vais mettre un point virgule, et setClock load. Je vais éditer dans la startup séquence, et là je vais utiliser Reddit. Alors effectivement, setPatch, ça attaque direct des zones de mémoire. Ça se marie pas très bien avec WHDLoad qui peut faire déjà en amont tout ce que fait setPatch en fait. Donc ça pourrait faire des conflits. Et ici vous avez setClock load qui a peu d'intérêt parce que ça va lire l'heure du système, mais je pense que WHDLoad peut la prendre sur le système principal et la répercuter sur le système actuel. Donc le fait de mettre un point virgule, hein, ça désactive ces commandes. Et je vais enregistrer tout ça, donc save all and kit. Et maintenant on va tester notre Workbench 1.3. Donc si ici je tape la lettre A, j'ai bien le clavier réglé en français. Parce qu'il y a eu la commande setmap. Donc setmap USA, j'ai le clavier américain. Alors, si je fais A, vous voyez, ça fait Q. Voilà. Et si je veux revenir à la version française, je fais setmap. Voilà, et là c'est bon, j'ai à nouveau le clavier français. La commande setmap se trouve là-dedans, mais je peux la déplacer, la mettre direct dans la racine. Et ensuite les keymaps sont dans devs. Si je fais par exemple dire devs, donc vous avez ici un dossier qui s'appelle keymaps, et donc ici je peux faire dire devs slash keymaps. Ah, j'ai mal écrit. Keymaps. Et on doit retrouver voilà, la version française que je veux utiliser. Et je vais me servir de ça pour remapper le clavier français sur des vieux jeux d'aventure. Je vais copier-coller tout Crash Garrett à l'intérieur de ce Workbench. Je vais l'appeler Crash Garrett FR. Renommer l'icône en même temps. Ok. Bon, j'ai renommé le dossier. Pour le moment, il contient que le Workbench 1.3. On est d'accord. Alors, ma disquette française contient le fichier setmap, ça c'est cool. Et elle contient le keymap F. Si je regarde la startup séquence de Crash Garrett en français, on peut voir qu'ici, il est francisé comme le Workbench. Il est francisé également avec cette commande. J'ai pas besoin de copier-coller des choses depuis le Workbench 1.3. J'ai juste besoin de tout effacer là. Voilà. Et je vais copier tout le contenu de la disquette.
Voilà, la disquette est copiée. Je l'enlève. On a le Crash Garrett FR avec le slave du Workbench 1.3 qui va lancer comme premier fichier la startup séquence. C'est ce que fait le Workbench 1.3. Donc il va lancer la startup séquence de Crash Garrett. Donc je regarde d'ailleurs s'il n'y a pas du set patch en l'air, parce qu'il n'aime pas le set patch et le set clock, on a compris. Donc si vous voyez ce genre de choses dans la startup séquence, enlevez surtout le set patch. On va tester ça tout de suite. Donc là, on voit déjà qu'au niveau de la musique, ça va pas. Donc là, ça a l'air d'être à fond. Là, si je tape sur la lettre A, ok. J'ai rien fait au niveau du clavier parce que c'était la version française. Néanmoins, j'ai un problème de vitesse. Si je fais information ici, si par exemple je fais no cache, je vais diviser la vitesse de ma carte accélératrice par 4 ou 5. Là, c'est pas mal. C'est un poil plus lent au niveau de la musique. C'est dommage pour Stéphane Pic. Pareil, le texte, c'est franchement un peu lent. C'est comme quand tu regardes Derrick ou Colombo, ça va doucement. Bon, c'est pas mal. Alors, je peux encore jouer sur la vitesse avec une autre astuce. Au lieu de faire no cache, je vais mettre no MMU. J'ai une vitesse qui est un petit peu plus rapide, qui pourrait être un bon compromis. Alors là, ça dépend de vos configurations. Ah, maintenant, ça va un poil trop vite, mais ça va pas aussi vite que quand il y avait le cache. Mais par contre, ici, si on regarde le défilé du texte, on est presque aussi bien que le WAG Load de tout à l'heure. Le WAG Load pour la version anglaise, je voulais dire. Voilà, là ça apparaît plutôt bien, les petites bulles et tout ça, la vitesse est bien. Je pense que c'est cette version-là que je vais garder. Là, j'ai une vraie version française. Maintenant, je vais la peaufiner. Je vais dans les infos et je fais du drag and drop sur les icônes. Voilà, c'est fait. Ça va garder tous les tooltypes que j'ai réglés, il n'y a pas de souci. Je peux faire pareil pour le readme. Et là, je me fais une petite configuration nickel. Là, vous venez de voir de la bidouille qui est à la portée de tout le monde. Ça permet de combler les lacunes qu'il y a sur WSG Load. Et on se retrouve avec Crash Garrett, ici en version anglaise et ici en version française. Voilà qui est fait. Jeu d'aventure suivant, la Aventura Original. C'est un jeu exclusivement espagnol qui a existé pour Amstrad CPC. Ici, vous avez la belle boîte, j'avais trouvé ça, je crois, sur eBay. La belle boîte pour Amstrad CPC avec le manuel et toutes les explications concernant le making-of du jeu. Ils ont fait un très beau manuel avec l'équipe qui a fait le jeu. Voilà, plein de petits documents, des cartes, les dessins qui ont permis de faire les graphismes. Et c'est un jeu tout en espagnol. Et moi, j'aime bien parce que j'ai eu l'espagnol en deuxième langue. Et j'aime bien réviser les langues. Et en fait, il se lit assez facilement. Donc voilà, ça c'est les petits goodies qu'on a dans la boîte. Ça c'est la disquette pour la version Amstrad CPC. Alors je vais vous montrer la version Amiga. Et hélas, il ne gère pas le clavier français. Donc là, si j'appuie sur 1 pour la première partie, je peux commencer à jouer. Et si j'appuie sur la touche A, ça fait Q. Voilà, c'est en mode QWERTY. Et là, ça va pas du tout. Si j'appuie sur le M, ça va pas. Donc voilà les fichiers qui sont utilisés. Il n'y a pas de startup séquence, donc je peux pas trop intervenir dessus et taper setmap F. Pourtant, apparemment, ils utilisent le système setmap, puisque ça vient de la disquette originale. Il y a bien marqué setmap, et dans devs, on a le keymaps E comme espagnol. Si je veux le transformer en clavier français, je peux utiliser mon petit workbench. Voilà. Donc le workbench 1.3. Et j'ai ici le clavier français. Je vais le copier. Ça, je vais l'appeler E original. Voilà. Et celui-là, je vais le renommer E. Voilà la bidouille. Comme je sais qu'il va faire un setmap E,
ça devrait fonctionner. Donc là, je suis en clavier AZERTY. Donc voilà pour la conversion du clavier AZERTY pour la Aventura originale. Éventuellement, on peut se créer un keymap, c'est possible. Par exemple, si j'appuie sur la touche 1, ça va me faire un ENIE ou des choses comme ça. Et comme ça, je bénéficie de l'AZERTY plus quelques touches spéciales. À mon avis, on peut jouer globalement avec un clavier AZERTY, ça ne devrait pas poser de problème. Je note que le WHD Load est fourni avec la solution ici. Il y a des petits problèmes dans les caractères justement espagnols qui passent pas là. Et puis aussi, il y a quelques plans qui ont été numérisés ici. Voilà, donc le WHD Load amène pas mal de petites choses en plus pour pouvoir progresser dans le jeu si on est bloqué. Donc ça c'est fait. Jeu d'aventure suivant, The Pound. C'est vraiment du très bon jeu d'aventure avec la synthèse vocale, des très beaux graphismes et ils ont décliné ça sur IBM PC. Il y a même une version Amstrad qui est remarquable et eux c'était vraiment les maîtres du jeu d'aventure et ils en ont fait plein comme ça. Donc je vais vous montrer comment franciser le clavier pour ce genre de jeu parce que là encore les WHD Load ne gèrent que la version anglaise. Donc à l'intérieur on a la disquette, un petit manuel rapido pour les commandes que l'on peut utiliser. Et on a un vrai manuel avec un poster. Vous voyez un peu la taille du manuel. Apparemment, des solutions qui ont été cryptées. Voilà. Et c'est un jeu qui est verrouillé, qui est protégé. C'est-à-dire quand tu as la disquette originale, à un moment, en plein milieu de la partie, il va te dire vous avez tapé tant de commandes, maintenant vous allez répondre à une question, allez chercher le manuel, page temps, ligne temps, quel est le troisième mot. Donc c'est un jeu bien verrouillé et WHD Load l'a déverrouillé. Donc quand tu as la disquette originale, il part de cette disquette et il te fait ceci. En fait, cette fois-ci, il ne me fait pas un dossier data avec les données librement accessibles. Parfois, les disquettes sont non DOS et WHD Load va utiliser un utilitaire qui s'appelle DIC, qu'il a installé lors de l'installation de WHD Load. Ça veut dire qu'il installe non seulement WHD Load dans le dossier C, mais il installe aussi d'autres utilitaires comme DIC. Alors là, c'est Kickoff 2, Final Whistle. Ça, c'est une disquette non DOS. On peut voir ici qu'on ne peut pas lire son contenu. Et je vais en faire une image avec les outils de WHD Load pour vous montrer comment ça fonctionne. Tout le contenu de la disquette vient d'être mis sous forme d'un fichier disk.1 et pas disk.adf et pourtant c'est exactement comme un ADF. Donc là il me dit CTRL-C pour arrêter parce que sinon il enchaîne plein de disquettes. Dans la racine du disque, le voilà. Donc si je veux regarder son contenu, je peux faire show ex. Le premier secteur d'ailleurs c'est le boot block. Ok, donc ce qui permet à la disquette de démarrer et puis ainsi de suite. Maintenant, je vais faire la même chose avec un autre utilitaire qui s'appelle GoADF pour vous faire comparer. Je me suis même enregistré. Et donc dans GoADF, ce qu'on peut faire, c'est transformer une disquette en ADF. Il propose de l'enregistrer dans Amiga OS, c'est parfait, on pourra comparer. Donc là, il va l'appeler non-DOS disk. C'est parti, on la crée. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a une interface graphique dans GoADF. C'est un logiciel qui gère aussi les DMS, qui a plein d'options intéressantes. Mais il est vrai que depuis le Workbench 3.2, il y a la gestion des ADF direct, c'est-à-dire tu double-cliques sur un point ADF et ça te l'ouvre. Tu peux l'éjecter en cliquant sur l'icône et en faisant éjecter le disque. Donc tu peux gérer pas mal de fichiers ADF comme ça. Mais par contre, si tu veux vraiment maîtriser ce que tu fais, aller dans le détail, le logiciel GoADF est toujours très utile. Voilà, donc là je viens de créer une image qui s'appelle non-DOS disk. Voilà, c'est fait. Donc pour comparer, on a sur la racine disk 1 qui a été fait par DIC et NDOS disk qui a été fait par GoADF. Et vous voyez déjà qu'au niveau de la taille, c'est exactement pareil. Il existe un petit utilitaire très sympa, CMP. Alors c'est CMP 1.5. On peut le trouver sur Aminet. Tu ouvres le premier fichier, tu ouvres le second fichier et tu cliques sur compare. Si jamais il voit une différence, il l'écrit en bleu. Et donc ici, vous voyez que je me promène de haut en bas dans ce fichier qui fait presque 1 méga et il n'y a rien qui paraît anormal. Et ici, si je clique sur info, il me dit que les deux fichiers font la même taille
Combien il y a de différences? Aucune. Quand tu as des différences, tu n'as plus qu'à appuyer sur Next Diff et tu feuillettes comme ça d'une différence à l'autre et ça peut être extrêmement utile. Alors, petite anecdote, pour le jeu d'aventure Ishar, par exemple, tu tues un ennemi, une fois qu'il est tué, tu as de l'or posé par terre, tu fais une sauvegarde et ensuite tu prends l'or et là tu refais une sauvegarde d'un nom différent. Tu vas utiliser ce logiciel, tu vas comparer et tu vas voir qu'il y a une zone en hexadécimal où il y a le nombre de pièces d'or que tu as. Tu mets du FF par exemple, et là j'avais tout d'un coup 1 million de pièces d'or. Alors maintenant, hein, sur Aminet, il existe un programme qui permet de bidouiller toutes les sauvegardes des jeux de rôle, des jeux d'aventure. Donc il y a WHDLoad qui commence à le faire, et il y a aussi d'autres programmes. Puisque c'est un ADF, je peux très bien le renommer, l'appeler .adf, et le gérer exactement comme un ADF, c'est-à-dire sous le Workbench 3.2, il suffit de cliquer 2 fois dessus pour le monter. Voilà, donc là je viens de le monter, mais comme c'est une disquette non DOS, c'est exactement la même chose que la disquette originale. Alors ça je vais l'éjecter. Donc maintenant, retournons sur The Pound. Quand j'ai installé le WHDLoad de The Pound, il m'a fait tout le contenu de ce dossier, et donc il a créé une image disque qui est ni plus ni moins qu'un ADF. Je vais le copier dans la RAM, je vais le renommer, et je vais l'appeler .adf. Quand tu as le Workbench 3.2, il suffit que tu double-cliques ici, et hop, ça monte le disque. On peut regarder tout son contenu. On voit qu'il contient une startup séquence. Dans la startup séquence, donc après l'affichage d'un petit texte, on se dirige dans le dossier The Pound et on lance le fichier The Pound. Je ne vois pas de cette map. La musique est magnifique. Avec une image haute définition, à l'époque, alors c'était entrelacé, là on ne le voit pas trop parce que je suis sur une carte Indivision et sur un écran plat. Mais cette image était très belle quand tu utilises un Commodore 1084. C'était entrelacé, ça me donnait l'impression d'une grande finesse. Alors là, je la vois plus, la finesse, hélas. Mais c'est une image au mode AM, 4096 couleurs, et avec cette musique qui te met dans l'ambiance. J'adorais les jeux d'aventure déjà sur Amstrad CPC. Donc quand je suis allé sur Amiga, j'étais content de retrouver des jeux d'aventure textuels comme ça. Pas forcément le point and click, j'aimais bien les jeux comme ça, un peu chiants. Et donc ici, tu as l'image, et puis tu as la fameuse synthèse vocale que j'adore, hein, Smith On, qui utilise le narrator device. On the path. You are on a gravel path leading north to snow-capped mountains. To the west is a dying forest. Eastward is a vast... Et on apprend l'anglais parce que c'est de l'anglais très riche, il y a beaucoup de vocabulaire et tout ça, donc là ça permet aussi de bien apprendre l'anglais. Et si j'appuie sur la touche A, ben voilà, ça fait Q. Si tu veux aller à l'ouest, il faut appuyer sur Z, c'est très chiant. I don't understand. Voilà ce que je vais faire. Je viens de monter la disquette virtuelle de Pound. On découvre que c'est en fait une disquette DOS. Et donc, il y a une startup séquence, donc je vais pouvoir mettre mon fameux setmap F. Je vais piquer ici dans mon Workbench 1.3 la commande setmap. Elle se trouve ici dans le sous-dossier système. Bon, là, il n'y en a pas, je vais la mettre dans le C. On peut très bien ranger ça dans le C, ça ira très très bien. Et là, catastrophe, quand tu utilises le Workbench 3.2 et que tu montes un ADF, il est protégé en écriture. Donc, je pourrais utiliser GoADF, mais je vais faire mieux que ça. Éjecter cette disquette que j'ai montée avec le Workbench 3.2, parce que sinon il va y avoir des conflits. Et je vais plutôt utiliser une commande shell. J'ai effacé le fichier disk.adf et je recopie disk.1. Je vais ouvrir un shell et je vais utiliser l'utilitaire DA-Control qui est livré avec le Workbench 3.2. Et c'est d'ailleurs celui-là qui est utilisé pour monter les ADF. Je vais taper une commande qui va me permettre de monter le disque déposé dans la RAM et avec aucune protection. Donc j'écris protect no. Cette fois-ci, ça fait la même chose que quand j'ai double-cliqué sur le point .adf. Bon, sauf que j'ai pas eu besoin de l'appeler .adf.
Mais là, je vais pouvoir écrire des choses dedans. Ici, the parm, c'est le disque.1 qui est déposé dans la RAM et qui est ouvert. Je sais que dans système, j'ai la commande setmap. Là, il n'y a pas de dossier système, mais c'est pas grave, je vais la copier dans le dossier C, ça ira très bien. Je vais mettre dans devs le keymap F. Je vais tout copier s'il y a la place. Je vais tout enlever sauf F. On est dans une disquette virtuelle. Vous voyez déjà, elle est à 87%, donc je ne vais pas abuser. Je vais modifier la startup séquence. Setmap F. Comme c'est dans le dossier C, normalement, il devrait aller jeter un œil directement. Donc ça, c'est un vieux bouquin. Et dedans, il y a une explication sur ce qu'est la commande setmap. Alors, c'est une commande qui a disparu avec le Workbench 3.1. C'est la commande ipref qui est lancée au démarrage dans la startup séquence. Et le paramétrage du clavier se fait avec les préférences. Donc la commande setmap n'est disponible qu'à partir de la version 1.2 de l'Amiga DOS. Elle permet de reconfigurer les tables de décodage du clavier. Le paramètre type de clavier est le nom d'un fichier contenant la table de décodage. Ce fichier doit exister dans le répertoire 6, donc dans la racine de la disquette, devs/keymaps. Donc on est obligé de recréer, comme je viens de faire, devs/keymaps. J'enregistre et je quitte au passage Reddit, c'est vraiment génial comme éditeur de texte tout simple, d'ailleurs compatible avec le Workbench 1.3, fait pour les petites configurations. Bien moins lourdingue que TextEdit qui est fourni avec le Workbench 3.2 d'ailleurs. J'aime bien TextEdit, mais il met juste quelques secondes de plus à se lancer et ça m'énerve, alors que Reddit il est instantané. J'ai écrit à l'intérieur de ce fichier, donc tout ce que j'ai à faire c'est éjecter ma disquette virtuelle. Donc pour l'éjecter, il y a une commande avec DA control. Donc c'est DA0 qui a été monté. Et voilà comment je l'éjecte. Donc maintenant, je sais que j'ai fait des modifications dans le fichier disk.1. Normalement, il y a le clavier français. Donc je retourne dans le WHDLoad et j'écrase le disque 1. Voilà. Un jeu de 1986, ça ne nous rajeunit pas. Donc là, j'appuie sur la touche A. Vous voyez que ça marche. Donc si je veux aller à l'ouest, j'ai plus qu'à appuyer sur W comme ouest. Donc là, c'est nickel. Je charge une image. Voilà, je suis dans la forêt. Guild of Thieves, Jinxter. Donc là, ça veut dire avec une technique, on peut franciser 5 ou 6 jeux d'un coup. Jeu suivant. Voilà, les jeux de Roberta Williams. Ces fameux jeux Sierra. Alors, je vous montre un peu ce que contient la boîte. Pas mal de disquettes. Ça, c'est le manuel commun au PC. Donc, c'était Roberta Williams qui imaginait toutes ces histoires. Et je crois que c'est son mari qui codait. Voilà. Donc, tous les deux, ils ont fait énormément de jeux. Ils en ont vendu des millions. Alors là, c'est le truc spécial Amiga où on retrouve la souris tank. Donc, toutes ces disquettes, je les ai mises dans l'ordinateur grâce à WHDLoad. Donc, je vous montre King Quest 4. Alors, WHDLoad a retiré la protection, et là j'appuie sur Entrée, et merci WHDLoad, il m'évite de me plonger dans le manuel. Petit graphisme tout mignon, voilà, je peux promener mon personnage, mais il faut savoir que tu peux taper du texte dans ce genre de jeu, donc alors tu as un menu avec quelques trucs, mais tu peux vraiment interagir, discuter avec les gens, donc par exemple si j'écris swim, et si je veux faire le W, ça fait un Z. Voilà. Là, pour faire le M, j'écris sur la virgule. Voilà, c'est chiant. Le clavier AZERTY n'est pas mis. C'est très embêtant. Donc, vous voyez, je suis en QWERTY. Bon, alors, je vais essayer la technique setmap. Donc, je quitte le jeu. Et on va regarder dans Data. On est sur des disquettes DOS, en fait. Et ils les ont mis sous forme d'image. Je vais d'abord enlever le parm. Et je recopie l'image sur la mémoire. Et ici, on va ouvrir ce qu'il contient. On a une startup séquence, ça s'annonce bien. Donc je vais copier cette map direct sur la racine. Je vais créer le devs. Voilà. Et ensuite, dedans, je vais créer un keymaps. OK.
Dans le keymaps, je vais déposer juste F. Jusqu'ici, tout va bien. Et dans la startup séquence, je vais la modifier avec Reddit. Et je vais écrire juste avant setMap F. Cette image, maintenant, il faut que je l'éjecte et que je la recopie. Donc pour l'éjecter, super avec l'échelle, en un clic c'est fait. Voilà, je vais dans la RAM disque. Et donc je vais remplacer le disque 1 par l'autre. Ça a l'air de bien se passer. On va voir si ça fonctionne. Je vais taper quelque chose. J'appuie sur la lettre A et hélas, j'ai la lettre Q. Et c'est des jeux que je voulais franciser depuis longtemps. Et c'est très compliqué. Il ne gère pas en fait les commandes Amiga-DOS. Et donc les interactions avec le clavier sont codées différemment. Et là, je vais utiliser une technique vraiment spéciale. Je vais dans FileX. Et donc ça permet de modifier un fichier binaire. Donc la startup séquence, elle lance KingQuest 4, ce petit fichier qui fait que 4 kilooctets. Et en fait, derrière, elle va lancer le programme principal, prog. Donc je vais ouvrir prog. On va dire qu'il faut arriver à identifier l'exécutable global. Après ça, c'est des données, peut-être des images, du son, plein d'autres choses. Donc ici, il faut trouver l'exécutable principal. Je fais prog. Il va falloir que je me promène comme ça. Et je vais vous dire ce que je cherche. Je crois que j'y suis. Ce que je vois, c'est que quand on tape le A, ça génère un Q, etc. Et vous avez même les équivalents en minuscules. Si je vais un peu plus bas, vous avez ici le Q minuscule. Donc là, je vais changer le clavier QWERTY en AZERTY en faisant une espèce de hack direct sur le fichier binaire. Je vais le mettre en majuscule et je tape A, Z. Donc là, j'ai AZERTY. Le W est à côté du X sur mon clavier. Donc là, c'est ZX. Il faut que j'écrive WX. Et ensuite, il faut que je traite la lettre M. Le L est ici. Et donc, le M doit être à la place du 2 points. M, ici. Alors, on va faire les lettres minuscules. Donc ici, A, non. Alors, tu peux pas faire de retour en arrière. Donc ici, c'est A en minuscule. Z. Donc le point virgule, en fait, c'est le M. Ok. À un moment, j'ai appuyé sur retour arrière et ça a fait un espace. Mais en fait, c'est pas vraiment un espace. Vous voyez, ici, là, ça a mis 0,8. Or, un espace entre les lettres, c'est 0,0. Donc là, il va falloir que je corrige ma bêtise. Donc c'est ici, je mets 0, 0. Voilà. Là, je crois que je suis nickel. Et je sauvegarde. On va regarder ce que ça donne maintenant. Donc j'éjecte à nouveau la disquette. Je la recopie, parce que je travaille sur la RAM. Allez, copie. Yes. Et on va regarder si ça fonctionne maintenant. Donc là, j'appuie sur A. Et j'ai le Z. Voilà. Je vérifie tout mon clavier. J'ai le Q. J'ai tout ça. C'est vraiment parfait. Swim. Just enter water. Ah, il nage bien. Sympa. Il est trop mignon ce jeu. Drink water. Vous goûtez l'océan. Youk. Cette eau est trop salée. Ça fonctionne très bien. C'est quand même plus agréable pour jouer à ces vieux jeux d'aventure. Alors, si vous voulez faire KingQuest 2, donc là c'est pareil, c'est une image qui s'appelle disque 1. Je vais la remplacer et je vais l'ouvrir. C'est cette jolie petite boîte. Voilà. Toujours pareil, un petit coup de file X. C'est donc celui-là qui fait 87 kilooctets. Voilà, il n'est pas compressé. Je vais vous montrer où ça se trouve. Donc là, voilà la table à l'adresse ici B40C, pour ceux que ça intéresse. Mais je pense qu'on peut faire une recherche. Si je fais une recherche sur 51 00 57, 51 00 57, on va se positionner avant. Voilà, je désactive chaîne de recherche, c'est peut-être pour ça. Prochain.
Donc, on peut faire une recherche, mais du côté... voilà, parce que l'espace ne peut pas être caractérisé du côté des chaînes de caractères, c'est un 00 qui cherche. Donc, de cette façon, je suis sûr de le trouver. Plutôt que de faire au hasard, comme on sait que dans les jeux Sierra, c'est Q espace W et que l'espace c'est 00, bah vous pouvez vous aider de ça. Par exemple, vous cherchez 51 00 57. Donc voilà, j'en ai fini avec cette longue vidéo consacrée aux jeux d'aventure et je vous dis à la prochaine. Salut!